Oui, merci aux intervenants. C'était tout à fait passionnant. Bon, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste ni un historien, hein, je le précise. Bon, simplement, j'ai un peu regardé les documents dont je pouvais disposer pour venir à cette conférence. Et moi, il y a un aspect qui m'intéresse, c'est comment se fait-il que, alors que sur le plan revendicatif, alors certes les mineurs n'ont pas tout obtenu en 63, mais on pourrait dire que sur le plan salarial, ils ont quand même obtenu un peu. Hein. Aujourd'hui, on serait assez content que des grèves arrivent à ce genre de résultats. Et comment se fait-il que malgré tout, en particulier dans le Nord, l'accord il a été accueilli fraîchement par la base. Tu évoquais en particulier ce qui s'était passé à Lens. Et je pense que la raison fondamentale, enfin, il me semble, c'est que ce mouvement, au-delà des questions économiques, était un mouvement politique contre le pouvoir gaulliste. Et le mineur de Messé qui explique que 63 préparait 68, ça me paraît particulièrement juste. Et le 13 mai 68, c'est la grande manifestation. De Gaulle, 10 ans, ça suffit. C'est-à-dire qu'il pose très ouvertement la question de la chute du régime. Et je crois qu'il y a un aspect sur lequel tu n'as pas insisté, mais qui me paraît important, c'est que dans les autres secteurs de la classe ouvrière, des travailleurs en général, le problème qui s'est posé à partir de la grève des mineurs, c'était effectivement la question de l'appel à la grève générale. Alors on a vu ça parmi les travailleurs de la RATP, on a vu ça aussi à travers des motions qui émanaient du syndicat de la Fédération de l'éducation nationale, dans l'enseignement, etc. Et alors il faut signaler que la direction de la CGT, elle était opposée à ce que le mouvement débouche sur une grève générale. Et j'en veux pour preuve la déclaration du bureau confédéral de la CGT, je crois que c'est le jeudi 14 mars. Et ce bureau confédéral de la CGT, il répond justement au fait que, dans de nombreux secteurs, la question de l'appel à la grève générale est posée. Et voilà ce que répond le bureau confédéral de la CGT. Alors je ne vous cite pas tout, hein, parce que ça fait une page et demie, et vous avez dit qu'il fallait être bref. Hein. Nous vous remercions, alors il s'adresse aux porteurs de motion qui demandaient l'appel à la grève générale, nous vous remercions du souci que vous manifestez d'apporter aux mineurs en lutte une aide efficace. Récemment, la commission administrative de la CGT, élargie aux fédérations nationales, a examiné le problème sous tous ses aspects. Alors bon, ils expliquent un certain nombre de choses que je ne vais pas détailler ici, parce que ça serait... Bon, ils expliquent en particulier que partout, ils appellent les travailleurs à des grèves locales de plusieurs heures chez Renault, au PET, etc., etc. Et ils expliquent sur la grève générale la chose suivante. Vous proposez la grève générale à l'appel des 3 centrales syndicales. C'est une idée aussi séduisante qu'utopique. Séduisante car c'est qu'on le veuille ou non une solution de facilité qui n'engagerait pas les organisations mais les seules confédérations. Utopique car elle laisse croire que tous les problèmes du régime gaulliste peuvent être réglés par ce moyen. Ce qui laisse imaginer facilement sur quoi déboucherait une telle initiative. Alors, donc, si vous voulez, il y a cette prise de position qui consiste comment dirais-je, à ne pas vouloir que la grève de cette corporation, elle débouche sur un mouvement politique général de la classe ouvrière, posant le problème d'en finir avec le régime gaulliste. Il n'empêche, et je termine là-dessus, que malgré tout, 63, c'est la première défaite de Gaulle sur une question fondamentale qui est la réquisition. Je termine tout à fait, parce que là, je vais vraiment répondre. La réquisition, vous le savez, est rentrée dans les mœurs. Il y a un an, les raffineurs, ils ont été confrontés à la réquisition. Au printemps, les éboueurs de Paris ont été confrontés à la réquisition de Darmanin. Donc maintenant, la réquisition, elle est hélas rentrée dans les mœurs. Et là, on voit un petit peu à quel recul le mouvement ouvrier est confronté depuis cette époque. J'ai terminé, merci. Bonjour, je m'excuse de ne pas me lever, mais j'ai des problèmes pour me tenir debout. Je suis un petit-fils de mineur immigré de Saint-Éloi-les-Mines.
je suis également le fils d'un mineur de Saint-Éloi-les-Mines. Et j'ai été moi-même mineur à Saint-Éloi. Je voudrais revenir sur ce qui a été dit. En 1948, en 1947, mon père s'est marié avec une Française, a été embauché à la mine, et comme il a toujours fait respecter ses idées, eh ben, il a été licencié en 1948. Il a été réembauché par la suite, en 1949. Et en 2011, comme tu l'as dit, il est sorti un décret pour dire on a rempli les papiers, depuis 2011, on attend toujours. Mon père étant décédé par la suite, mais mon frère et moi-même, puisque c'était dans les papiers et tout, rien n'a été fait du côté gouvernemental. En 1963, j'étais jeune. Mon père, pendant la grève à Saint-Éloi, tous les 2 jours, avec sa voiture et un camarade syndiqué, faisait le tour des fermes, allait ramasser des victuailles pour les donner à des mineurs grévistes, à des familles de mineurs grévistes, ainsi qu'un argent qui était donné à la caisse de la CGT de Saint-Éloi. C'est tout, je voulais juste dire cela. Merci beaucoup de ce témoignage. Qui d'autre souhaite soit poser une question, soit intervenir? Bonjour, je peux témoigner sur la grève de 1948 parce que j'avais 5 ans. Ça se passait donc dans le bassin de la Comblaine. Et mon père, qui était cégétiste, a donc été très actif dans cette grève. Il s'est retrouvé en prison à Issoire parce qu'il s'était battu avec un CRS. Et donc je suis même allée le voir à la prison. J'ai une photo, mais je ne l'ai pas retrouvée. Il faudra que je la cherche. Et je me souviens de ce climat d'angoisse. Les femmes, j'habitais Jumeaux, les femmes de mineurs étaient dans la crainte de ce qui allait arriver. Les gendarmes circulaient. Et mon père a été libéré rapidement. Il est arrivé à la maison, il nous a dit, à ma mère et à moi, regardez par la fenêtre, si vous voyez arriver les gendarmes, vous me le dites. Et il est parti en vitesse pour continuer à se battre. Et j'ai le souvenir qu'on avait reçu un colis d'une dame de Clermont, Madame Hugon, et dans ce colis, il y avait des figues, il y avait quelques, je crois, boîtes de sardines, etc. Et une petite balle. Voilà, donc... et je me souviens que j'étais fière de mon père. Et je suis contente d'avoir d'être venue ce soir. Donc, merci à tous. Merci beaucoup. Qui d'autre? Si je puis me permettre, il faudrait donc que les témoins donnent leur nom. Plus tard, pas forcément, si vous le désirez en tout cas. Oh, bien, je veux bien donner mon nom, Jacques Guyot, je suis originaire de Saint-Éloi-les-Mines. Mon père était mineur. Et je voudrais vous raconter quelque chose qui paraît vraiment ahurissant maintenant. À l'époque, donc avant la guerre, les houillères des bassins d'Auvergne étaient une entreprise privée. Et on n'y rentrait pas comme ça pour devenir mineur. Mon père, jeune ouvrier, avait travaillé avec mon grand-père comme maçon. Et puis, avec la crise de 29, tout s'est effondré, plus de commandes. Mon grand-père, qui avait été gazé à la guerre de 14-18, était dans un état de santé déplorable.
et mon père devait s'occuper du reste de la famille. Il voulait rentrer donc comme mineur parce qu'il y avait un salaire qui arrivait. Mais on ne rentrait pas comme ça. Il a fallu qu'il aille trouver le curé de la paroisse pour obtenir un certificat de bonne mœurs et de bonne conduite pour être embauché. Et il m'a raconté que le curé lui avait dit « Je te vois guère à la messe les dimanches ». Mais il avait quand même donné le certificat. C'est comme ça que mon père a pu commencer. Et à l'époque, le patronat était un patronat de combat qu'on n'imagine pas. Il avait, alors qu'il y avait beaucoup de gens, des mineurs, pas des mineurs, mais des paysans avec des petites surfaces qui auraient accepté un métier de mineur, qui d'ailleurs partaient, c'était à Lyon pour la région de Saint-Éloy-les-Mines, ils partaient comme ouvriers pendant l'hiver. Donc ces gens-là auraient pris un métier de mineur. Ils en ont pris d'ailleurs. Mais les patronats avaient fait venir des villages entiers polonais, bon, après tout, pourquoi pas, avec les curés, la domination des curés. Et il fallait séparer les mineurs polonais de leurs camarades français. Et donc à Saint-Éloy-les-Mines, il y avait deux puits de mines. L'un qui s'appelait le puits Saint-Joseph, où descendait à peu près tout le monde, et le puits de Montjoie, où descendaient les ouvriers polonais. Il ne fallait pas que les ouvriers se rencontrent. Et puis est arrivé 1939, la mobilisation, et les ouvriers polonais ont fait comme les autres, sont allés remplacer les ouvriers français au puits Saint-Joseph, et sont devenus comme tout le monde, revendicatifs, voteront au CGT, etc. Donc, un climat tout à fait particulier. Un autre mot quand même, c'est une anecdote que m'a raconté mon père, parce que ça l'avait beaucoup frappé. Il y avait peu de femmes dans les employés dans les mines. Il n'était pas question de descendre au fond et de manipuler la pelle et la pioche. Par contre, elles étaient employées pour le tri. Il fallait virer ce qu'on appelle les stériles, c'est-à-dire les pierres, sur un tapis roulant. Et après les 49, ça a bien fait casser la gueule par les CRS. Chaque fois qu'il y avait des mouvements, parce qu'il y en a eu d'autres, eh bien, il y avait des piquets de grève qui étaient organisés, mais qui n'empêchaient pas les jaunes, les renards, comme on les appelait à l'époque, de rentrer. Et c'était les femmes qui assuraient le piquet de grève et qui crachaient sur les jaunes, quoi. Donc, petite revanche, mais qui montre un peu quel était l'état d'esprit de l'époque. Et pour revenir à 63, bon, évidemment, le bassin du Nord, c'était des ouvriers à temps plein, si je peux dire. Mais dans le bassin de Saint-Éloy-les-Mines, celui que je connais, la plupart des ouvriers étaient moitié paysans, moitié ouvriers, avec des systèmes de double journée qui étaient épuisants, mais enfin bon, qui permettaient de vivre de façon un peu différente. Merci Jacques. Alors c'est peut-être moi qui ne suis pas auvergnate et qui aurait une question. Je voudrais savoir si des personnes dans la salle, justement, pourraient qualifier la différence, par exemple, entre le bassin de Saint-Éloi, que je connais assez bien, et le bassin de Messey, que je connais beaucoup moins. C'est-à-dire, à Messey, est-ce qu'il y avait aussi cette situation de paysans mineurs, par exemple? Tout à l'heure, vous avez dit que, en fait, le syndicat CGT était plus, si je vous ai bien compris, était plus revendicatif à Messey plutôt qu'à Saint-Éloy-les-Mines. Et là aussi, je voudrais savoir pourquoi, en fait, si certains peuvent répondre à cette question, qu'on n'a pas trop, enfin, des réponses qui ne sont pas dans les archives qu'on a pu consulter. Alors, moi, je veux bien répondre sur Messey, en fait. Donc, c'est vrai que c'est
c'est les renseignements généraux qui indiquent que c'était le bassin où il y avait le plus de militants, en fait, apparemment actifs de la CGT. En fait. Après, sur Meussert, enfin, par exemple, Louis Monero qui intervient, lui, il était jeune ouvrier mineur. Il dit pendant la grève, effectivement, il allait travailler à la ferme, en fait. Donc pour lui, ça n'a pas eu de conséquences financières, il n'a pas eu de... Après, moi, j'ai pas plus d'éléments que ça pour dire pourquoi est-ce que c'était... On n'a pas les chiffres de syndiqués entre les différents bassins. Je pense pas qu'il y ait d'études sur ce point-là. Donc j'ai la parole, je vais répondre sur la grève générale. C'est vrai que la CGT a tout le temps été en retrait sur la grève générale, sur l'étendre. Déjà, elle s'est contentée en fait effectivement de la grève des mineurs. Et effectivement, elle avait quand même la crainte, ce qu'avait exprimé Achille Blondeau, que la grève générale, que FO ou la CFTC abandonne. Et ce qui a eu, c'est ce qui a effectivement failli capoter en fait. Le 2 mars, une partie de la direction de la CFTC a failli lâcher, c'est-à-dire a eu peur de la menace de Gaulle. Elle dit non, on ne va pas engager les mineurs à l'affront avec De Gaulle, puisqu'ils envoient les CRS. Demain, on va combattre le gouvernement, ça va être l'armée et les CRS. Et donc là, apparemment, c'est la direction de la CGT qui a fait pression auprès de la commission exécutive de la CFTC pour qu'elle ne lâche pas sur les revendications, qu'elle n'appelle pas les mineurs à se plier à la réquisition. Donc je pense que là... Et puis ils avaient la trouille quand même, ils avaient la trouille de Gaulle en fait, puisqu'il était vraiment... il avait été renforcé par le référendum, par les élections législatives de 62, fin 62. Et moi dans les différents documents que j'ai pu consulter, notamment aux archives départementales, la question de la grève générale est abordée au congrès de l'Union. Par contre, je n'ai pas les débats de l'Union départementale. Et l'envoyé de la fédération, je ne sais pas qui, de la confédération qui a envoyé au congrès de l'Union départementale CGT qui se tient le 30 et le 31 mars, la montagne relate qu'il s'oppose il explique que la CGT est contre la grève générale. Mais je ne sais pas, les débats, il y a dû même au sein de l'Union départementale y avoir des débats sur pourquoi est-ce que la CGT n'appelle pas sur la grève générale. Je ne sais pas quel était le rapport de force. Moi, j'ai que des documents, j'ai pas d'autres éléments pour dire. Mais effectivement, au niveau national, la CGT a voulu... était déjà bien contente que la grève des mineurs arrive à échéance sans trop de problèmes. Alors dans le bassin du Nord, effectivement, c'était le bassin qui était le plus à gauche en fait. Et donc effectivement, il y a eu des réticences parce que il y avait sur les 4 points d'accord, il y en avait 3 qui n'étaient pas complètement satisfaisants. Donc l'avenir de la profession s'était renvoyé plus tard. Le 3e point, les congés payés, ça a été résolu qu'en juillet. Et puis les salaires, ils se battaient, ils voulaient vraiment les 11% immédiatement. Ils espéraient avoir les 11% immédiatement. Ils les ont eu pour le 31 décembre. Donc il y avait une certaine frustration, puis se dire on a fait 35 jours de grève, et puis on disait on veut les 11% tout de suite, et on ne les a pas tout de suite. Donc c'est là où il y a eu des difficultés. Et bon, pour en avoir parlé avec Louis Monero aussi, puisque donc il disait, il confirmait aussi, effectivement, à Meussert, il y a eu tous les mineurs n'étaient pas satisfaits de la reprise, de reprendre dans ces conditions. Mais ils se sont pliés en fait à la logique qui était de cette grève, c'était on part unis, on reste unis. Et donc de toute façon, le 8 mars, tous les mineurs du Pas-de-Calais, tous les mineurs ont repris le travail en fait. Et les choses,
pour autant, je pense que dans la mémoire des mineurs, ça reste quand même, c'est pas une victoire totale, mais c'est quand même ça reste quand même une victoire, en fait. Et notamment sur le pouvoir gaulliste, parce que là, je pense que le pouvoir gaulliste, il était... Enfin, moi, je l'ai constaté aussi par Bokanovski, là, le ministre de l'Industrie, lorsqu'il reçoit les organisations syndicales, enfin, les dirigeants syndicaux, il les méprise. Il les méprise. Enfin, qu'est-ce qu'ils viennent nous emmerder avec des revendications de mineurs? Nous, on est au sommet de notre gloire. Enfin, l'UNR, on n'en a rien à... Enfin, des ouvriers comme ça, enfin, puis en plus, ils n'ont aucun avenir. Enfin, les mineurs, de toute façon, les mines vont fermer. Donc, il y avait quand même un mépris du pouvoir gaulliste. Et le fait qu'ils aient résisté, et que ce soit les mineurs lorrains qui aient résisté, je pense que ça quand même... si un peu quand même toute la hargne du pouvoir gaulliste dans cette affaire, en fait. En plus, enfin, je veux dire, l'UNR, je ne sais pas si vous vous souvenez, le symbole, c'était la croix de Lorraine. En fait. Et l'affront et puis l'empressement qu'il a mis quand même de Gaulle, parce que Bokanovski dit oui, bah, de toute façon, si vous faites la grève, de mars, enfin, etc., on déclenche la réquisition. Enfin, si ça se prolonge la grève, je prononce la réquisition. Et en fait, rien ne garantissait que en fait, les mineurs n'allaient pas reprendre en fait, progressivement, enfin, que le mouvement allait s'éteindre. Mais le fait qu'ils prononcent la réquisition un dimanche, qu'ils ne fassent pas ça au journal officiel spécialement, et que tout le monde a les yeux braqués sur les mineurs de Lorraine, et puis que tout le monde leur dit non, il ne faut pas céder parce qu'on est unis, je pense que le pouvoir gaulliste a pris une sacrée claque, quoi. Enfin, ce jour-là, en fait. Et puis en plus, ils ont adopté, alors qu'ils n'étaient pas les plus à gauche, enfin, c'était vraiment les mineurs du Nord-Pas-de-Calais qui étaient les plus revendicatifs. C'est les mineurs lorrains qui adoptent une position de grève dure, c'est-à-dire qu'ils ne descendent même pas au fond, ils ne font pas la grève du rendement, ils ne font pas la grève sur le tas, ils font la grève totale, ils ne descendent pas. Enfin, 40 000 mineurs, ça a eu une... Enfin, comment dire, c'était une manifestation de force qu'ils ont fait. Pour autant, pour certains ont dû voter gaulliste très peu de temps. Est-ce qu'il y aurait éventuellement une question pour Nathalie, par exemple, pour qu'elle puisse nous donner quelques éléments éventuellement de réflexion par rapport à ce qu'elle a pu entendre? Je parle assez fort. Non, mais je voulais juste dire, on a du mal à comparer avec avant. En général, on dit toujours c'était mieux avant. Et si on faisait 35 jours, si nos jeunes, souvent retraités, avaient fait 35 jours de grève consécutive au printemps dernier, est-ce qu'on en serait où on en est aujourd'hui? Je vous laisse. Alors, on n'est plus du tout dans des journées de grève illimitées générales. On est dans des journées d'action, en fait, qui sont enfin, je veux dire, qui ne font absolument pas peur au gouvernement. Enfin, moi, c'est mon opinion. Même les jeunes de gauche, voire d'extrême gauche, qui disent ah ben oui, si tu comprends, on a envie de partir en vacances, on a envie de se payer le resto de temps en temps, il faut payer la maison. Il y a toujours des bonnes raisons pour pas le faire. Alors, effectivement, vous posez une question, c'est une question, je dirais, large, qu'il faudrait qu'on revienne sur la façon comment on prépare une grève. Je veux dire, ça existe encore d'ailleurs, certains, il y a des syndicats, moi je connais des syndicats, alors ce n'est pas nécessairement des syndicats les plus à gauche, on va dire, mais il y a des traditions qui font qu'il y a certains qui constituent des caisses de grève et qui ont pratiquement un mois de côté pour partir en grève. Alors le problème c'est qu'ils ne vont jamais en grève, mais voilà. Ce qui est vrai, c'est que, moi, dans ce que j'ai pu étudier, il y avait certains qui constituaient des caisses de grève. C'est-à-dire qu'on était en capacité de dire, on met un mois de côté et donc on sera prêt à affronter. C'est-à-dire, si on n'est pas en capacité, effectivement, parce qu'on est face à des gens qui sont, je veux dire, vous l'avez écouté, c'est des gens, leur pouvoir d'achat était au plus bas, les conditions de travail très compliquées, etc., des familles nombreuses.
Donc je dirais que c'est les pires conditions pour affronter une grève. Et pourtant, ils ont tenu, effectivement, ils ont été capables. Et il y a d'autres exemples dans l'histoire, évidemment, du mouvement ouvrier, de grèves très très longues, très très dures. Et donc quand on se donne un objectif politique d'affronter et de défaire celui qui est en face, on est capable des plus grands sacrifices. C'est ça le problème aujourd'hui, c'est que quelles sont les perspectives qui sont avancées quand on nous propose une journée d'action, qu'on nous propose une journée de grève. On voit bien que l'objectif, il n'est pas d'affronter et de défaire le gouvernement. Et donc, dans ces cas-là, on n'est pas nécessairement prêt à tous ces sacrifices. Mais, je le répète, dans l'histoire ouvrière, vous savez, il y a eu des grandes grèves avec des grands sacrifices. C'est quand la classe ouvrière était en capacité de voir l'objectif final, qui était de vaincre, soit contre le patron, soit contre l'État. Mais en tout cas, voilà, il faut se donner cet objectif. Moi, je voudrais revenir sur quelques petits points. D'abord, par rapport à la position de l'UDCGT du Puy-de-Dôme, selon les archives, et notamment les comptes rendus de congrès, l'UDCGT est le plus souvent la Confédération. On le voit bien dans les années 50, dans les années 60. Et sur la question, donc, sur la question de la grève générale, la CGT est totalement... après 1945, elle est toujours contre la grève générale. Mais ça, c'est par rapport donc à un autre contexte conflictuel entre la CGT et l'extrême gauche. Même en 68, les militants de la CGT, ils sont complètement opposés à la grève générale. Le mot même grève générale n'est absolument pas prononcé. On va parler de grève généralisée, généralisable, mais pas de grève générale. C'est trop connoté. Et ça participe de ce contexte ce conflit entre les CGTistes et l'extrême gauche. Et pourquoi? Enfin, c'est lié aussi à la position du PCF dans les années 60, parce que le PCF considère que le contexte français n'est pas dans une situation très révolutionnaire, que la classe ouvrière n'est pas, c'est très important de comprendre ça, la classe ouvrière n'est pas révolutionnaire. En tout cas, le PCF et la CGT considèrent que cette classe ouvrière n'est pas prête à faire la révolution, qu'il faut attendre, et donc pas de grève générale, parce que ça serait anticiper la situation. Enfin, voilà. Et par rapport à l'inflation, on peut concevoir aussi que les mineurs aient considéré que 11% c'était pas suffisant, parce qu'on a oublié d'indiquer que dans les années 60, il y a une forte inflation. Donc 11%, c'est pas énorme en fait. Bon, là, je ne vais pas vous donner un chiffre parce que je n'ai pas révisé mes classiques, mais c'est dans les 6%, je crois, d'inflation au début des années 60. Oui, Daniel Jaboulet de l'IHS de la Loire. Je ne voulais pas intervenir, je trouvais passionnant l'intervention des témoins, parce que c'est avant tout ça qui est le plus intéressant. Mais le petit débat qui porte sur la grève générale, la CGT n'appelle pas à la grève générale, c'est pas son objectif. D'ailleurs, d'expérience et de mémoire, ça s'est fait en début du XXe siècle, une fois, et ça a été un échec cuisant. Donc, si on prend toutes les grandes luttes, il n'y a jamais eu appel à la grève générale. Même en 68, la Confédération n'a pas appelé à la grève générale. Et les grèves, elles se sont déclenchées boîte par boîte, département par département, corporation par corporation, mais jamais la CGT a appelé à la grève générale, comme elle n'a jamais appelé à la reprise du travail en 68. Ce sont les gars dans les boîtes qui ont décidé de reprendre le travail ou de ne pas reprendre le travail. Alors après, il y a eu, effectivement, à la sortie des négociations, il n'y a pas eu d'accord non plus en 68. Il y a eu une appréciation qui a été donnée par la CGT. Mais après, c'est les gars dans les boîtes, comme dans tous les grands conflits d'ailleurs. C'est les ouvriers qui prennent la décision. Moi, puisque j'ai le micro, je voudrais simplement dire que je n'ai pas suffisamment ressenti dans l'intervention de madame la situation sociale
à la libération de ces mineurs. Les mineurs, ils font un travail extraordinaire, on leur demande de gagner la bataille du charbon pour relancer l'économie française. Ils le font dans des conditions extrêmement difficiles, ils sont mal payés, ils vivent dans des taudis. À Saint-Étienne, par exemple, avant-guerre, 72% des logements étaient dépourvus d'eau courante, de WC, et ça ne s'est pas amélioré pendant la guerre, puisque, y compris, ça s'est dégradé, puisqu'on a été victime du bombardement américain qui a détruit beaucoup de maisons à Saint-Étienne et tué près de 1000 civils. Donc ils sont dans des conditions sociales très difficiles. Oui, mais j'ai beaucoup, enfin peut-être que j'ai pas bien compris, mais j'ai surtout entendu l'opposition et les communistes avec les socialistes. Non, il y a une véritable crise sociale à cette époque, en 1947, qui fait qu'effectivement, il y a des déclenchements de grève sur des questions sociales, avant tout. Il y a déjà une répression importante. Et pour 1948, c'est pareil, hein, d'ailleurs, c'est sur des questions sociales et des revendications sur la suppression des décrets. Mais après, sur la violence, on ne peut pas mettre la violence de la même façon des deux côtés. Hein. Parce que d'abord, le pouvoir a tiré l'expérience des grèves de 1947, par exemple à Saint-Étienne. En 1947, une grande manifestation, la troupe fraternise avec les manifestants montent sur les automitrailleuses, ils remontent à la préfecture, mais il n'y a jamais eu d'insurrection. Les compagnies de CRS à cette époque, en 1947, issues de la résistance, puisque leur chef était le chef du maquis FTP et qui était le chef des brigades patriotiques, les deux compagnies sont dissoutes. Et le pouvoir organise la répression en 1948, bien en amont de l'enclenchement de la grève, d'abord par les mesures qu'ils prennent de dissoudre certaines compagnies de CRS qui ne font pas suffisamment leur travail de répression pour les manifestations. Ils nomment les IGAM, les super-préfets, pour organiser et mettre sous contrôle tous les préfets pour organiser cette répression. Et d'entrée, il y a volonté de casser la grève, de s'attaquer au puits. Ce ne sont pas les grévistes qui descendent en ville en manifestation pour casser, on vient les attaquer sur les piquets de grève. Et puis la violence, après, elle se termine comment? D'abord, oui, on a parlé de Saint-Étienne, 2 morts, puis des blessés, et puis les emprisonnements. Rien que sur le bassin stéphanois, 368 emprisonnements, 460 révocations, avec, comme la perte du logement, etc., avec des conséquences terribles pour les familles. En 1948, également, ça a été marqué par le retour à la clandestinité pendant cette grève, hein, puisque les mineurs, souvent, ne pouvaient pas rentrer chez eux, parce qu'ils étaient poursuivis, ou dans les foyers, on organisait l'accueil d'autres mineurs qui venaient pour se cacher, parce qu'eux-mêmes ne pouvaient pas rentrer chez eux. Donc c'était une angoisse permanente, c'était vraiment une répression organisée par les CRS et la troupe, puisque la troupe était présente. Donc voilà, et je ne veux pas aller plus loin, mais si je le dis, c'est que il y avait le sentiment aussi de ne plus se souvenir, de ne plus aborder ces questions, comme si on avait un petit peu, pas honte, mais que bon, c'est pas la peine d'en parler. Non, non, pas du tout. Hein. Je peux vous dire qu'à Saint-Étienne, la grève des mineurs de 1947, de 1948, c'est connu, on en discute, et les difficultés qu'ont rencontrées les familles, elles sont connues, il y a eu énormément de solidarité. Moi, je suis dans une entreprise, j'étais à la Manufacture nationale d'armes de Saint-Étienne. Pour les grèves de 1948,
de notre syndicat, il y a 31 militants qui ont été internés et plusieurs qui ont été révoqués de la boîte parce qu'il y avait une solidarité non seulement physique pour faire partir les gamins dans les familles, etc., pour aider matériellement, mais il y avait aussi une solidarité dans l'action. Les gens déployaient, ils soutenaient les mineurs. Voilà, je ne veux pas aller plus loin, j'ai peut-être trop parlé. Juste 2 secondes, moi c'est par rapport au langage qui est utilisé et à la manière dont on interprète. Parce que je crois qu'il ne faut pas interpréter le fait que la CGT n'appelle pas à la grève générale comme la CGT étant contre la grève générale. Déjà par définition, la grève générale, ça n'existe pas. Et ça ne se décrète pas. Et ça se construit par contre au fur et à mesure des conflits et avec l'adjonction d'entreprises qui rentrent dans le mouvement et qui viennent grossir. Mais même en 68, il n'y avait pas une grève générale, il y avait encore des salariés qui bossaient. Le nombre de grévistes ne représentait pas l'ensemble de la population active. Alors, mais je pense qu'il faut faire attention dans l'interprétation parce que le fait de dire que la CGT n'appelle pas la grève des générales, ça ne veut pas dire qu'elle est contre la généralisation de la grève. Voilà. Bien. Écoutez, je crois je vous propose de conclure. Comment ? Une question, si je crois derrière. Oui, puis on va terminer. Ouais, on va terminer sur cette intervention rapide, s'il vous plaît. Oui, Jacques Adam, je suis petit-fils de mineur aussi, mais la question que je me pose, moi, c'est par rapport à ce qui a été pointé au niveau de l'avenir des mineurs et l'avenir des mines et des charbonnages. Et là, je me pose la question parce que la fédération s'appelle Mine Énergie. Je vous invite à aller voir une expo des panneaux géants qui sont présentés actuellement sur le mur de l'ancienne prison d'Orion, du côté à l'arrière du tribunal. Et qui présente la relation entre la résistance et la création, parce qu'il n'y a pas que les charbonnages de France qui ont été nationalisés après la guerre. Il y a l'électricité, et puis il y a eu la création du CEA. Et cette exposition présente la relation entre les mouvements de résistance et la création du CEA. Et d'abord, pendant la guerre, la résistance et les scientifiques qui s'étaient engagés pour ce qu'on appelait la fabrication de l'eau lourde et puis la fabrication de la bombe atomique. Et il y a une vingtaine de panneaux qui expliquent comment, petit à petit, on est passé de l'énergie nucléaire militaire à l'énergie nucléaire civile. Et mon questionnement, c'est de savoir si finalement, au niveau syndical, au fur et à mesure que l'énergie nucléaire, vous l'avez dit, en 63, c'était le démarrage de Chinon, au fur et à mesure que l'énergie nucléaire augmentait au niveau du nombre de réacteurs civils en France et tout ça, est-ce qu'il n'y a pas eu, parce que rappelons-le, hein, le CEA il s'est créé avec une alliance entre les communistes et les gaullistes. Est-ce qu'il n'y a pas eu une espèce de marchandage pour la fermeture des mines et pour que le nucléaire prenne le relais? Moi, je veux juste dire une chose, c'est que je pense bien que le 13 mai 68, la CGT a appelé à la grève générale. Et que d'ailleurs, ça a été le début de la grève générale en France. Et qui a imposé un recul au pouvoir gaulliste et qui n'est pas allé jusqu'au bout et qui n'a pas conduit à la chute de De Gaulle. Mais le 13 mai 68, la CGT a appelé à la grève générale, qu'on le veuille ou non. Et il ne faut pas fétichiser la grève générale, mais à un moment donné, c'est un moyen pour affronter le gouvernement, comme à d'autres moments, ça peut être une manifestation centrale. Par exemple, dans la grève des mineurs de 1963, on n'a pas parlé, mais il y a eu une bataille importante au cours de cette grève pour organiser une manifestation centrale à Paris contre le pouvoir gaulliste. Et ça a été que les mineurs de Lorraine qui y sont allés, mais il y avait dans les autres secteurs des mines un appel pour avoir une manifestation centrale à Paris. C'est la même chose qui s'est posée pendant la grève contre la réforme des retraites. Là. Pourquoi
comment affronter à un moment donné le pouvoir. Et la question d'une manifestation centrale à Paris, elle se posait. Bien, alors merci. Ça ouvre d'autres débats que j'invite chacun à mener au sein de leurs syndicats respectifs. Je vous remercie tous pour être restés jusqu'à cette heure tardive et d'avoir participé au débat. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de soutenir l'IHS-CGT en adhérant à l'IHS-CGT. C'est une cotisation de 5 €. Et nous vous invitons à bien sûr suivre les différentes activités que nous pourrons vous proposer dans les prochains mois. Voilà, merci à tous. C'est 5 € par an, la cotisation. Voilà.